L'histoire débute par un cerf-volant glissant doucement dans le ciel, porté par le vent au-dessus d'une ville de Corée du Sud. Cette image paisible incarne l'innocence et la liberté, loin d'annoncer le drame à venir. Dans cette ville vit une petite fille d'environ 8 ans, vive d'esprit et étonnamment lucide pour son âge. Curieuse, observatrice et pleine de vie, elle partage son quotidien entre l'école et son ami le plus proche, avec qui elle emprunte chaque jour le même chemin. Un matin marqué par une pluie persistante, la fillette se prépare pour aller en classe. Soucieuse de son apparence, elle demande à sa mère de lui attacher les cheveux. Mais celle-ci, débordée par les tâches ménagères et la préparation du repas, ne peut s'en occuper. Le père, présent et attentif, remarque la déception silencieuse de sa fille et intervient aussitôt. Avec calme et douceur, il l'aide à se coiffer, sans se douter que ce geste anodin restera gravé comme l'un de leurs derniers moments paisibles. La pluie redouble d'intensité et transforme les rues en couloirs détrempés. Ne pouvant accompagner sa fille ce jour-là, la mère lui demande de se rendre seule à l'école, tout en lui rappelant une consigne essentielle: rester sur la route principale, plus fréquentée et jugée plus sûre que les ruelles étroites. La fillette acquiesce, confiante, puis s'élance sous la pluie, légèrement en retard, sans imaginer que ce trajet ordinaire marquera à jamais sa vie. Son se mit en route vers l'école, mais ses camarades l'avaient déjà précédée. Tandis qu'elle avançait sous la pluie, un homme la suivait du regard à distance, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Le récit revient alors au cerf-volant aperçu au début, autrefois libre dans le ciel, désormais abandonné au sol, détrempé par la pluie, comme un écho silencieux à ce qui allait arriver à la fillette. Peu après, l'homme s'approche d'elle et tente de gagner sa confiance. Il commande son parapluie et insiste pour qu'elle accepte de marcher avec lui en le partageant. Mal à l'aise, son refuse avec politesse et explique qu'elle est déjà en retard pour l'école. Elle s'éloigne, mais se rend compte qu'il s'est dangereusement rapproché. La pluie s'intensifie encore. Lorsqu'elle atteint enfin l'école, la cour est presque vide, la majorité des élèves étant déjà à l'intérieur. L'instant suivant, le calme disparaît brutalement. Les images deviennent chaotiques. Des objets jonchent le sol, un parapluie brisé, un sac déchiré, une chaussure abandonnée, des affaires éparpillées dans tous les sens. La fillette est retrouvée seule dans un lieu désert, gravement blessée, tremblante. Rassemblant ses dernières forces, elle tente d'atteindre son téléphone pour appeler à l'aide. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent et l'emmènent d'urgence à l'hôpital. Lorsque sa mère arrive à son tour, elle s'effondre en découvrant l'état de sa fille. Le corps de son porte les marques d'une violence extrême, témoignant d'une agression d'une brutalité inhumaine qui a failli lui coûter la vie. Sa survie relève d'un miracle. Les médecins comprennent très vite que l'état de la fillette est critique. Une opération d'urgence s'impose, sans laquelle elle ne survivrait pas. L'intervention est longue et lourde, et lorsqu'elle s'achève, les nouvelles apportées à la mère sont bouleversantes. Les blessures sont profondes et irréversibles. Une grande partie de ses organes internes a été gravement endommagée et a dû être retirée, puis remplacée par des dispositifs médicaux artificiels. Les médecins annoncent ensuite une réalité encore plus difficile à accepter. Une poche médicale permanente a été installée, un appareil qui accompagnera son toute sa vie et assurera l'évacuation des déchets de son corps. Cette annonce dépasse largement le cadre d'un simple diagnostic médical. Pour les parents, c'est un choc psychologique immense. L'idée que leur enfant aura besoin de soins constants, combinée à la violence de ce qu'elle a enduré, les submerge et les brise de l'intérieur. Lorsque son commence lentement à reprendre conscience, son père s'assoit à son chevet. Elle le regarde longuement, puis lui pose une question simple, presque innocente, s'il est allé travailler ce jour-là. Ces quelques mots suffisent à faire s'effondrer ce qui lui restait de force. Une culpabilité étouffante l'envahit, car il n'a pas été là pour la protéger, comme il le lui promettait toujours. Puis, dans un souffle à peine audible mais chargé de détermination, la fillette lui demande d'attraper l'homme qui lui a fait cela. Elle parvient à se souvenir de quelques détails, évoquant notamment le pantalon à nombreuses poches que portait son agresseur. Le père tenta de l'apaiser, lui demandant de se reposer et de ne pas penser, pour l'instant, à l'homme qui lui avait fait du mal. Mais son refusait de dormir. Elle avait peur que le sommeil efface de sa mémoire le visage de son agresseur. Au fond d'elle, une volonté brûlante l'habitait, elle voulait qu'il soit retrouvé, arrêté et puni. La fatigue finit pourtant par l'emporter. Son sang dormit peu à peu, tandis que son père luttait intérieurement pour contenir ses émotions. Il quitta ensuite la chambre, refusant de s'effondrer devant elle. Dans le couloir, un officier l'informa qu'un suspect avait été identifié et déplacé par les autorités. Le père, plein d'espoir, se rendit avec sa femme au commissariat pour comprendre la suite des événements. Mais l'annonce qui suivit le laissa abasourdi, les éléments recueillis ne suffisaient pas encore pour procéder à une arrestation. Les enquêteurs expliquèrent qu'ils devaient attendre le témoignage de l'enfant, qui constituerait la preuve décisive. En entendant cela, la mère fut envahie par la douleur et la colère. Elle refusait que sa fille grandisse en portant à vie les cicatrices physiques et morales de cette agression,
tout en sachant que le responsable pourrait rester libre. La tension accumulée éclata alors entre les deux parents. Leur dispute, née de l'impuissance et du désespoir, reflétait leur effondrement intérieur et leur lutte pour ne pas perdre pied. Le temps semblait suspendu dans les couloirs de l'hôpital, chargé de silence et d'inquiétude. Chaque décision prise à cet instant pouvait influencer l'avenir fragile de l'enfant. C'est dans cette atmosphère lourde qu'une policière prit l'initiative d'intervenir. Elle conseilla au père de retourner à la maison pour rassembler les jouets de son et les apporter à l'hôpital. Elle lui expliqua qu'une psychologue spécialisée avait été chargée de suivre l'enfant et que la thérapie reposerait en grande partie sur le jeu, un moyen essentiel pour l'aider à retrouver peu à peu un sentiment de sécurité et de confiance. Le père rentra chez lui, le cœur lourd, et prit le temps de choisir avec soin le jouet préféré de sa fille. Il le serra contre lui comme on s'accroche à une lueur d'espoir, persuadé que ce petit objet pourrait devenir un lien entre elle et la vie qu'elle tentait de retrouver. De retour à l'hôpital, la psychologue commença à se rapprocher de son à travers le jeu, avançant avec patience et douceur. Lorsque la fillette aperçut son jouet, un léger sourire se dessina sur son visage. Ce geste presque imperceptible marqua pourtant le début d'un long et difficile chemin vers la reconstruction. Au fil des jours, on retrouva progressivement certains traits de sa personnalité. Constatant ces progrès, la psychologue introduisit des questions simples et anodines, tandis que les enquêteurs enregistraient discrètement les échanges. Puis, avec une extrême précaution, elle lui montra plusieurs photographies, l'une après l'autre. Lorsque le regard de son s'arrêta sur celle de son agresseur, elle ferma aussitôt les yeux, submergée par une peur intense. Afin d'éviter toute erreur ou accusation injuste, elle présenta ensuite d'autres photographies, disposées différemment et intégrées à un groupe plus large. Avec difficulté, la main de son se leva, tremblante, et son doigt désigna clairement l'homme qui avait brisé sa vie. À cet instant, la police disposait enfin des éléments nécessaires pour procéder à son arrestation. Avant de partir, la psychologue expliqua au père que sa fille aurait besoin de temps, de patience et d'un accompagnement constant pour se reconstruire psychologiquement et mentalement, bien avant toute guérison physique. Elle précisa que le processus de rétablissement ne pourrait aboutir qu'avec l'implication active de la famille et leur présence continue à ses côtés. Elle lui remit ensuite une carte de contact, en lui assurant qu'il pouvait la joindre à tout moment. Pendant que la mère écoutait, un mélange de colère, de tristesse et de frustration l'envahit. Refusant toute aide, elle rendit la carte à la psychologue avec nervosité. Au même moment, la police parvint à interpeller l'agresseur. L'information se diffusa rapidement, et l'hôpital fut bientôt envahi par les journalistes. Craignant que cette exposition médiatique ne transforme la tragédie en spectacle et n'inflige une nouvelle souffrance à sa fille, le père se hâta de la protéger. Son fut déplacé dans une autre chambre, mais la pression de la presse persista jusqu'à ce que la situation devienne incontrôlable. Le père prit alors sa fille dans ses bras et l'emmena dans une pièce isolée à l'étage supérieur. Isolés du tumulte extérieur, père et fille se retrouvèrent seuls dans un espace silencieux, loin des regards et du bruit. L'atmosphère était lourde, chargée d'une tension que même le calme apparent ne parvenait pas à dissiper. La fillette, submergée par la peur et l'angoisse, le regardait les yeux remplis de larmes et lui demanda avec une innocence déchirante quelle faute elle avait pu commettre pour que tout cela lui arrive. Le père tenta de la rassurer et d'apaiser sa souffrance. Pendant qu'il s'occupait d'elle, la poche médicale se remplissait et se salissait. Il se dépêcha de la nettoyer et de changer les vêtements de sa fille. Mais le simple contact déclencha chez son une réaction violente, une crise de panique liée au traumatisme, accompagnée d'un retour brutal des images de l'agression, comme si elle la revivait une nouvelle fois. Le père recula de quelques pas, secoué par un mélange de tristesse et de colère qui lui serrait la poitrine. Il comprit alors que les blessures laissées par le criminel étaient bien plus profondes qu'il ne l'avait imaginé, bien au-delà de ce que l'on pouvait voir. Plus tard dans la nuit, lorsqu'il revint rendre visite à son, il la trouva recroquevillée, dissimulée sous un tissu comme pour se protéger du monde. Rassemblant ses forces, il s'approcha et lui parla doucement. Il lui expliqua que sa mère était souffrante et qu'elle ne pourrait peut-être pas venir la voir pendant quelque temps. Il lui annonça aussi que la famille attendait un nouvel enfant, un petit frère qui viendrait bientôt. Son resta silencieuse, sans répondre. Face à ce mutisme, le père comprit que la peur qu'elle éprouvait désormais à son égard, depuis l'incident lié au contact physique, lui déchirait le cœur. Malgré cela, il tenta de la rassurer, lui disant qu'elle n'avait pas besoin de se cacher de lui. Puis il quitta la chambre calmement, intérieurement brisé. Pendant ce temps, les frais médicaux ne cessaient d'augmenter. Le père peinait à assumer ne serait-ce que le coût d'une seule journée à l'hôpital. Ses économies s'épuisèrent rapidement, d'autant plus qu'il avait cessé de travailler afin de rester constamment auprès de sa fille. À bout de force, il contacta un ancien collègue et ami. Celui-ci lui apporta son soutien et lui promit de prendre en charge son travail jusqu'à ce que sa situation s'améliore. Quelques jours plus tard, les audiences concernant l'agresseur débutèrent. Lors des interrogatoires, le criminel nia les faits. Il affirma qu'il travaillait sur un chantier jusque tard le jour de l'incident, qu'il était ensuite rentré chez lui, avait consommé de l'alcool et s'était endormi. Il soutint qu'il ignorait tout de ce qui s'était passé.
Mais la police lui opposa des preuves accablantes, des traces du sang de la fillette retrouvées sur ses vêtements, ainsi qu'une correspondance entre la terre du lieu de l'agression et celle présente sur ses chaussures. L'accusé affirma alors que sa chaussure lui avait été volée et qu'il l'avait retrouvée devant son domicile avant l'arrivée de la police. Il accusa les enquêteurs de vouloir lui tendre un piège et de monter une fausse affaire contre lui. Dans la salle, l'ami du père, révolté par ce mensonge, perdit le contrôle. Pris d'une rage incontrôlable, il ôta sa propre chaussure et la lança en direction de l'accusé en hurlant qu'il était trop ignoble pour être considéré comme un être humain. La salle d'audience sombra aussitôt dans le chaos, tandis que la police intervenait pour rétablir l'ordre. Pendant ce temps, à l'hôpital, les efforts pour soutenir psychologiquement se poursuivaient. Certaines personnes vinrent lui rendre visite déguisées en personnages de dessins animés afin de lui redonner le sourire. Cette initiative venait de la psychologue. Le propriétaire des costumes, touché par la situation financière difficile du père, accepta même de lui prêter gratuitement le costume du personnage préféré de la fillette, à condition qu'il soit rendu lorsque son état s'améliorerait. Dans la chambre calme et éclairée par une lumière douce, le père entra vêtu du costume de Cocomon, le héros préféré de sa fille. La fillette, surprise, sentit aussitôt son cœur s'alléger. Elle serra le personnage dans ses bras avec une sincérité touchante, oubliant un instant son père pour ne voir que son héroïne de dessin animé. Ce petit geste lui offrit un moment de joie rare et précieux, comme une bulle de bonheur au milieu de l'ombre de son traumatisme. Au fil des jours, la psychologue aborda doucement le sujet de la fin des vacances d'été et du retour imminent à l'école. Elle demanda à son si elle souhaitait y retourner. La fillette secoua la tête avec force, paralysée par la peur que ses camarades aient appris ce qui lui était arrivé et qu'ils la jugent ou la mettent dans une situation embarrassante. Lorsqu'on l'interrogea sur ce qu'elle ressentait à l'hôpital, son confia qu'elle se sentait coupable. Ses parents avaient dû arrêter de travailler et les factures s'accumulaient, augmentant le fardeau de son père. Elle ne voulait pas que quelqu'un souffre à cause d'elle. Pourtant, malgré sa peur du regard des autres, une part d'elle aspirait toujours à retrouver l'école et la vie normale. 2 jours plus tard, son quitta l'hôpital. Son père et sa mère vinrent la ramener à la maison. Cependant, la fillette évitait toujours son père et n'osait même pas le regarder. Pour ne pas accroître sa peur, le père installa un rideau entre eux dans la voiture. En passant près du lieu de l'agression, le cœur de son s'emballa, une oppression violente l'envahit et son état psychique faillit s'effondrer. Le père accéléra aussitôt pour s'éloigner de cet endroit et la protéger d'un retour du traumatisme. À leur arrivée, son et sa mère découvrirent quelque chose qui illumina leur cœur. Elle évitait le regard des passants et serrait sa poche médicale contre elle comme un bouclier fragile. Mais ce matin-là, en franchissant la porte de la boutique de sa mère, quelque chose changea. Les murs étaient recouverts de messages chaleureux et de mots de réconfort, laissés par ses amis et son enseignante. Chaque mot semblait murmurer à son qu'elle n'était pas seule, et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère illumina son visage. Le lendemain matin, son ami proche arriva en larmes, rongé par le remords. Il se reprochait de ne pas l'avoir accompagné ce jour-là, persuadé que tout cela ne serait jamais arrivé s'il avait été là. Le père de son le prit doucement dans ses bras et lui expliqua que ce drame n'était en aucun cas de sa faute. Jour après jour, les cartes et les messages de soutien continuaient d'affluer, tissant autour de son un cocon de confiance et de sécurité. Encouragée par cet élan, elle finit par décider de retourner à l'école. Accompagnée de sa tante ce matin-là, son se sentait nerveuse à cause de sa poche médicale et craignait les questions indiscrètes. Les regards curieux de certains camarades la mettaient mal à l'aise, et l'angoisse menaçait parfois de l'emporter. Mais à chaque instant de doute, elle apercevait son père au loin, déguisé en son personnage préféré, comme un ange gardien invisible. Sa présence constante lui apportait un sentiment de sécurité et dissipait sa solitude. Pour que sa fille se sente encore plus à l'aise, il avait même demandé à la direction de l'école d'éloigner temporairement les enseignants hommes, assurant ainsi son confort et sa tranquillité. Il trouva aussi une solution pratique en lui achetant un sac rose qu'il remplit de chocolat. Il lui expliqua de le placer près de la poche médicale, ou si quelqu'un lui demandait ce que c'était, de répondre avec assurance qu'il s'agissait d'un sac de friandises. Lorsque ses amis lui posèrent la question, son répondit ainsi et leur distribua les chocolats en marchant avec eux vers l'école. Peu à peu, elle commença à soupçonner que la personne dissimulée sous le costume de la poupée pouvait être son père. Elle apporta alors le costume à la boutique de sa mère et lui posa la question. La mère retira le masque, révélant le père, trempé de sueur à cause de la chaleur. Chaque appel, chaque nouvelle information sur l'avancée du procès plongeait le père dans un mélange de peur et de colère sourde. Il sentait le poids de la protection de sa fille sur ses épaules, conscient que chaque décision pouvait influencer sa sécurité et son bien-être. Son s'approcha doucement et essuya son visage. À cet instant, la distance émotionnelle entre eux commença à disparaître, et le sentiment de sécurité revint auprès de lui. Plus tard,
Un officier appela le père et l'informa que le dossier commençait à s'affaiblir en raison des déclarations du criminel, qui prétendait ne pas être stable physiquement ou mentalement et affirmait ne se souvenir de rien. Cela pouvait nécessiter la présence directe de son au tribunal. Le père savait que cela n'était pas adapté à l'état psychologique de sa fille, mais il ne voyait aucune autre issue. Il décida alors d'aller confronter le criminel en prison. L'accusé tenta de se présenter comme innocent et déclara que celui qui commet un tel acte est plus bas qu'un animal. Il proposa ensuite un compromis, affirmant qu'il paierait tout ce que le père voudrait une fois libéré et acquitté. Cette contradiction fit comprendre au père que l'homme était mentalement lucide et que ses déclarations étaient mensongères. Le criminel alla plus loin en le menaçant, disant que sa sortie de prison était proche et qu'il pourrait recommencer son acte, même contre sa fille-son. Ces paroles firent exploser la colère du père, qui tenta de briser la vitre de séparation dans un moment de perte totale de contrôle. Lorsque le procès atteignit son point culminant, on fut appelé à identifier son agresseur. La fillette, le cœur battant, pointa l'homme qui avait bouleversé sa vie. Le criminel fut reconnu coupable, mais la peine prononcée ne fut que de 12 années de prison, malgré l'ampleur de ses crimes. Cette décision provoqua la colère des spectateurs et fit naître chez le père un désir de vengeance si intense qu'il faillit s'en prendre à l'agresseur sur le champ. C'est alors que son l'attrapa, ses petites mains tremblantes mais résolues, et le supplia de rentrer à la maison avec elle. L'amour paternel l'emporta sur sa rage. Il la serra contre lui, ressentant à la fois soulagement et douleur, et renonça à toute vengeance, décidant de protéger sa fille avant tout. Quelques mois plus tard, un nouveau souffle entra dans leur vie. La mère de son donna naissance à un petit garçon, le frère tant attendu de la fillette. En apparence, tout semblait retrouver un rythme normal, les rires et la routine reprenant leur place dans le foyer. Mais à l'intérieur, sont portées encore les marques du passé. Chaque passage près du lieu de l'agression ravivait la douleur et les souvenirs traumatiques. Pourtant, la présence de son petit frère lui offrit une lumière, une raison supplémentaire de s'accrocher à la vie et d'avancer malgré les cicatrices invisibles. Elle commença peu à peu à retrouver des instants de bonheur, soutenue par sa famille et par l'espoir d'un avenir plus sûr. Cette histoire rappelle l'importance de ne jamais relâcher la vigilance et de protéger ses enfants avec toute l'énergie et l'amour dont on dispose.